La Cabro d'Or, conte français de Provence. Il y a bien longtemps, dans le comtat venessin, vivait un jeune berger qui s'appelait Vincent. Tous les jours, il se rendait dans les dentelles de Montmirail et du matin jusqu'au soir, il laissait paître tout le troupeau de son père en les surveillant de près. Car souvent, il arrivait qu'au moment de redescendre dans la vallée, un mouton ou une brebis ne s'égare. Et quand cela arrivait, Vincent devait passer des heures et des heures à chercher dans les dentelles l'animal égaré avant que celle-ci ne tombe malencontreusement sur quelque bête fauve qui habitait dans les dentelles. Or, un soir, une brebis fut portée disparue. Vincent ordonna à son chien de ramener tout le troupeau dans la vallée et lui se mit à la recherche de la vagabonde. Il a marché, grimpé, appelé, s'est épuisé mais n'a trouvé aucune trace. Lorsqu'au détour d'une butte, il a commencé à entendre des bêlements. Il s'est avancé dans leur direction, et là, toujours au détour de la butte, il a vu une lumière. Mais pas une lumière comme celle d'un feu de camp, non, 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 une grande lumière dorée qui brillait dans la nuit. Il s'est approché prudemment, et là, bloqué dans un amas de maquis denses de ronces, il a aperçu quelque chose dont il n'en revenait pas lui-même. Il y avait une grande chèvre qui se débattait dans les ronces pour en sortir. Mais cette chèvre avait sa toison, ses sabots, ses cornes entièrement en or. Vincent a frissonné. Il avait devant ses yeux celle qu'on appelait dans tout le pays la Cabro d'Or. La Cabro d'Or. Il en avait entendu parler de par son père, qui lui-même le tenait de son père, qui à son tour le tenait de son père à lui, et ainsi de suite jusqu'au premier ancêtre de toute sa famille. La Cabro d'Or. Dans tout le pays, on connaissait la légende de cette chèvre dorée qui arpentait avec audace les plus escarpés sommets des dentelles, sans la crainte du vide, ni d'être un jour capturée. Et son histoire ne se résumait pas qu'à son indépendance de vie, non. La Cabro d'Or était ancienne, bien plus ancienne dans ce pays. On disait qu'elle était apparue à la suite de l'invasion omeyyade au 8e siècle. En ce temps-là, le califat omeyyade avait envahi une partie du royaume des Francs et s'était aventuré sur les terres du duché de Provence. Là, dans les dentelles de Montmirail, ils ont érigé une grande forteresse dont il ne reste aujourd'hui plus que les ruines de la tour, qu'on appelle dans le pays la tour Sarrasine. Eh bien, cette forteresse leur servait de base avancée pour mener leurs assauts en Provence, et c'était là qu'ils stockaient tout l'or obtenu lors des sièges, pillages et autres embuscades. La forteresse était dirigée par un seigneur de guerre qui s'appelait Abd-al-Rahman, et ce dernier avait une fille qu'on appelait Soraya. Mais un jour, Abd-al-Rahman a dû partir avec tous ses hommes, loin, très loin de la forteresse pour guerroyer. Et avant de partir, il a fait venir sa fille Soraya. Il l'a menée à une grotte dans laquelle il avait entreposé tous les trésors et les richesses accumulées. Il a prononcé quelques paroles en arabe, et aussitôt, un immense rocher a bloqué l'entrée de la grotte. Il s'est tourné vers Soraya, a prononcé quelques mots en arabe, et Soraya s'est métamorphosée en une chèvre à la toison, aux sabots et aux cornes d'or. Abd-el-Rahman lui a confié le soin de veiller sur le trésor jusqu'à son retour. Il est parti avec ses hommes, mais il n'est jamais revenu. Et malgré tout, Soraya a continué la tâche que lui avait confiée son père. C'est ainsi que dans tout le pays était née l'histoire de la Cabro d'Or. Vincent fut d'abord rempli de joie. Lui qui avait tant entendu les anciens parler de leurs parents et grands-parents qui avaient affirmé avoir croisé la route de cet animal légendaire. Mais bien vite, sa joie laissa place à de l'inquiétude. Car de ceux qui avaient approché la Cabro d'Or, peu étaient ceux qui étaient revenus vivants. Il allait donc partir lorsqu'il a entendu une voix qui l'appelait. Petit berger, je t'en prie, ne pars pas.
Aide-moi. Décroche-moi, s'il te plaît. Cette voix, c'était celle de la Cablodole, et Vincent se mit à trembler à l'idée de l'approcher. Mais la voix s'est de nouveau adressée à lui. Petit berger, je t'en prie. Ne pars pas, je t'en prie. Aide-moi. Décroche-moi, s'il te plaît. Vincent était sur le point de partir, lorsque la Cabre ajouta que si jamais il la décrochait, elle le mènerait au trésor de son père, et qu'il pourrait prendre ce qu'il veut comme récompense. Vincent s'est approché. Il a hésité 1 seconde, puis 2, puis 3, et hop! Il a décroché la Cabolodole des ronces. À peine à terre, elle s'est époustée, puis elle lui a dit Viens, suis-moi. et la Cabolodole s'est mise en route, suivie de près par Vincent. Ils ont marché, grimpé à travers les dentelles de fond en large, jusqu'à atteindre dans un creux de falaise un énorme rocher. La Cabolodole s'est avancée, a prononcé quelques mots en arabe et aussitôt, le rocher a roulé sur le côté et une immense lumière a ébloui Vincent. Elle était si brillante qu'il aurait cru que le soleil était lui-même dans cette grotte. La Cabolodole est entrée, suivie de près par Vincent, et lorsqu'il a franchi le seuil de la grotte, il a aperçu devant lui des millions et des millions d'objets en or, en argent, des sabres, de la vaisselle, des bijoux, des vases ornés de pierres précieuses, des colliers de perles, des coffres remplis tant à ras-bord que l'or baignait au sol comme l'écume recouvre la grève. Vincent était bouche bée. Mais très vite, il a réalisé que depuis qu'il était entré, il n'avait pas vu la Cabolodole. Et il a commencé à avoir peur. Était-elle ressortie de la grotte et allait-elle refermer le rocher pour l'enfermer jusqu'à ce qu'il meure de faim et de soif? Mais sa crainte disparut finalement, lorsqu'il aperçut de derrière une stalagmite une ombre. Une ombre qui laissa place non pas à la chèvre à la toison, aux sabots et aux cornes d'or, mais à la silhouette d'une ravissante jeune fille, vêtue d'une robe merveilleuse aux motifs orientaux et portant le long du cou, aux mains et aux pieds de magnifiques bijoux. C'était la princesse Soraya qui se tenait devant lui. Elle l'a remercié de l'avoir sorti du maquis de ronces et comme convenu lui demanda ce qu'il souhaitait comme récompense. Vincent prit un instant pour réfléchir et désigna un coffre rempli à ras-bord de pièces d'or. Mais aussitôt Soraya lui répondit « Je ne peux pas te donner ce coffre. Il appartient à mon père. Que lui dirai-je quand il reviendra ?» Surpris de la réponse, Vincent observa de nouveau les trésors et désigna cette fois un magnifique sabre dont la garde était ornée d'améthystes. Mais Soraya lui répondit « Je ne peux pas te donner ce sabre. Il appartient à mon père. Que lui dirai-je lorsqu'il reviendra ?» Alors Vincent observa de nouveau les trésors et désigna à tout hasard un grand vase en or dont les poignées étaient finement sculptées en forme de sphinx. Mais Soraya lui répondit « Je ne peux pas te donner ce vase. Il appartient à mon père. Que lui dirai-je lorsqu'il reviendra ?» Vincent retenta plusieurs fois, mais bien vite il comprit que peu importe ce qu'il demanderait, même la plus infime petite pièce d'or, Soraya ne la lui donnerait pas. Dépité de n'avoir rien obtenu, il a commencé à marcher vers la sortie de la grotte. Mais soudain, il a senti quelque chose qui a cogné son pied. Il a levé très doucement sa botte et il a vu au sol un énorme rubis que le plat de sa botte dissimulait. Doucement, l'air de rien, il a avancé petit à petit vers la sortie, râlant quelque peu du pied pour tirer vers la sortie cet énorme rubis. Mais la Cabolodore s'en était rendu compte. « Espèce de vaurien, tu voles mon père !» Et en un éclair, elle s'est changée en chèvre et elle a projeté d'un coup de corne Vincent hors de la grotte. Il a atterri contre un arbre, s'est frotté la tête, mais soudain, il a réalisé qu'il y avait quelque chose entre ses mains.
C'était la toison de la Cabrodor. D'une façon qu'il ne s'expliquait pas, il avait réussi lors de la charge de cette dernière à se saisir de la toison et à l'arracher. La joie l'a envahi. En vendant la toison, il était assuré de mettre sa famille à l'abri de la misère pour des générations entières. Il allait redescendre dans la vallée lorsqu'il a entendu des pleurs provenir de la grotte, des pleurs de jeunes filles, des pleurs qui ne laissaient personne indifférent. Et il a vu Soraya sortir de la grotte, le visage en larmes et la voix chevrotante. Petit berger, je t'en prie, rends-moi ma toison. Je t'en prie, rends-la-moi, et je te jure que je ne te ferai point de mal. Je te donnerai véritablement ce que tu veux. Peu importe s'il appartient à mon père, et puis je t'apprendrai comment ouvrir et fermer la grotte. Vincent a hésité. 1 seconde, puis 2, puis 3. Et là, il a vu Soraya prononcer quelques mots en arabe, des mots qui n'avaient rien d'inquiétant. Et elle s'est mise à danser, à chanter. Il est devenu muet comme une carpe, totalement sous le charme et ému par les larmes qui ruisselaient le long du visage de Soraya. Il a accepté de rendre la toison. Il s'est avancé vers Soraya, qui elle a reculé d'un pas, puis 2, puis 3, puis 4 à travers la grotte et Vincent l'a suivi. Mais plus tard, le père de Vincent, inquiet de ne pas voir son fils revenir, est parti à sa recherche avec d'autres bergers, et tous ensemble, ils ont fouillé du plus petit buisson au plus haut pic des dentelles de Montmirail pour retrouver Vincent. C'est son père qui finalement le retrouva, dans un buisson de ronces non loin d'un creux de falaise qui faisait face à un énorme rocher. Il avait le front qui saignait, la poitrine enfoncée, les mains à plusieurs endroits éraflées, les os des jambes brisés, mais sur son visage se dessinait un sourire, comme si une joie immense l'envahissait. Et lorsque ses 2 yeux se fermèrent, sa main s'ouvrit toute grande, et son père vit entre les doigts de son fils quelques minces fils d'or. Il s'est alors exclamé: Maudite Cabrodor, oh, elle les perdra tous. et il a pleuré en serrant son fils dans ses bras.